dans ce plan santé en fait, qui a été dévoilé par M. Dubé en mars dernier, on parlait en fait vraiment d'une transformation plus particulièrement pour les aînés. Donc, si on va sur la slide suivante, en fait, on parlait justement d'un vieillissement en santé de la population. Et c'était vraiment en fait un certain nombre de piliers qui avaient été évoqués. On parlait en fait de prévention, on parlait de ne pas avoir à guérir, mais on parlait aussi en fait de solutions concrètes sur le terrain qui permettraient complètement de transformer le système actuel. Donc, si on y va en fait sur la slide suivante, on va arriver vraiment en fait avec les fondations du plan. Et là, on veut répondre justement en fait à la capacité limitée actuelle du réseau. Vous êtes toutes et tous au courant. On parle également en fait d'un défi de vieillissement de la population. On est parmi en fait l'une des populations les plus vieilles au monde en comparaison avec d'autres pays. Et puis plus particulièrement en fait avec les conséquences de la pandémie qui ont vraiment en fait fait en sorte que notre système de santé est complètement affaibli actuellement. Donc, avec Joanne, avec l'ISS, avec la SPQ, la plupart du temps, quand on prend en fait des positions de notre côté, on parle bien sûr en fait de prévention et de promotion de la santé pour justement soutenir en fait ce système-là. Notre objectif, c'est de faire en sorte que moins de personnes rentrent dans le système de santé pour que justement on soit en santé plus longtemps, d'une certaine manière. Donc, si on va sur la slide qui est la slide suivante, on arrivait en fait avec des actions qui étaient très spécifiques dans ce plan santé-là. On parlait plus particulièrement en fait d'accessibilité, de prévention. On parlait justement en fait d'accès par rapport à un soutien qui est davantage à domicile. On parlait aussi en fait d'un soutien davantage en matière de prévention pour faire en sorte qu'il y ait une prise en charge qui soit complètement différente en fait dans le système de santé. Et puis c'est là-dessus en fait qu'on s'est intéressé en fait avec l'ISS. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est ensemble en fait pour présenter des solutions, des propositions, des actions en fait qui pourraient rentrer dans ce sens, dans cette transformation en fait plus particulièrement du milieu de la santé actuel. Et j'ai comme l'impression en fait que c'est un moment idéal parce que c'est aujourd'hui en fait que tout doit être mis en place justement pour qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble pour ce nouveau plan santé-là et il faut qu'on soutienne le ministère et les parties prenantes pour faire en sorte que la véritable transformation puisse opérer au cours des prochaines semaines. Donc, j'aimerais remercier à nouveau les panélistes de leur présence aujourd'hui, des personnes d'une grande qualité, des organisations en fait qui sont extrêmement reconnues sur le terrain, des personnes du milieu de la recherche aussi qui ont joué un rôle essentiel au cours des derniers mois ou au cours des dernières années. Merci beaucoup d'être avec nous et puis je vous souhaite en fait une excellente heure en notre compagnie. Merci. Merci beaucoup, Thomas, de cette mise en contexte qui, je pense, met bien la table un peu pour tout le monde, qui explique notre intention avec ce panel et peut-être d'autres qui viendront au cours de l'année. On continue d'être en conversation, les deux organismes. J'aimerais vous présenter la personne qui a généreusement accepté d'animer ce panel, Marie-Emmanuelle Lacave. Marie-Emmanuelle est professeure en communication sociale et publique, mais surtout, ses travaux portent notamment sur les trajectoires du vieillissement et sur les personnes âgées immigrantes au Québec. Ça fait de nombreuses années que Marie-Emmanuelle travaille sur cette question. Et sur aussi la question des soins de manière plus générale. Elle est membre de plusieurs centres de recherche que je ne vais pas tous vous nommer ici. Je vais plutôt lui donner la parole et c'est Marie-Emmanuelle qui va être la maîtresse de cérémonie aujourd'hui ou la chef d'orchestre pour entendre tous nos panélistes. Voilà. Alors, la parole est à toi, Marie-Emmanuelle. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'animer la discussion aujourd'hui, puisque les questions qui entourent la santé globale des aînés sont, comme le dit Joanne, au cœur de mes préoccupations. Et la discussion d'aujourd'hui réunit des acteurs qui sont préoccupés sous différents angles par les enjeux de santé des aînés. Leur expertise et expérience sont à la fois diversifiées et complémentaires, mais nous allons voir qu'ils ont tous et toutes en commun leur intérêt pour la santé et la qualité de vie des aînés au Québec. Le premier panéliste est le docteur Olivier Beauchet, qui est à la fois gériatre praticien,
professeur titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal et directeur du laboratoire du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Bonjour, Dr. Boucher. Le deuxième panéliste est M. Danis Prudhomme, qui est l'éditeur du magazine Virage et le directeur général du réseau FADOC, ou connu sous le nom de Fédération de l'âge d'or du Québec. Ce regroupement compte désormais plus d'1 demi-million de membres de 50 ans et plus, ce qui est fort louable. Notre troisième invitée est Mme Caroline Soriol, directrice générale de la Fondation Les Petits Frères, dont la mission est de contrer l'isolement des personnes du grand âge jusqu'à la fin de leur vie. Bonjour aux deux personnes que je viens de présenter. Et finalement, notre quatrième invitée est Marie-Louise Leroux. Bonjour, professeur Leroux, qui est professeure au département d'économie de l'UQAM. Alors, voici nos 4 panélistes qui prendront la parole ensemble et tour à tour au courant de la séance. Voici comment va se dérouler la rencontre. Pour commencer, chacun des panélistes va disposer de 5 à 10 minutes pour présenter ses premières réactions au plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé. Ensuite, des questions vont être posées aux 4 panélistes afin de leur permettre d'échanger entre eux sur des thèmes plus spécifiques. Ces échanges vont aussi, bien sûr, permettre de dégager des recommandations qui ont pour but de bonifier la place de la prévention et de la prévention et promotion dans le plan de santé. On va alors terminer avec une période de questions de 20 minutes où tous les participants, vous aurez l'occasion de poser des questions aux invités. Il y aura 2 possibilités. Je vous invite à poser les questions dans le chat ou sinon, quand ce sera le moment de poser directement les questions, on vous demandera d'allumer vos caméras et de les poser directement là, aux personnes à qui vous souhaitez poser la question. Sans plus tarder, je vais laisser la place à M. Boucher. À vous l'honneur de commencer et de nous dire quelle est votre vision, votre prise de position concernant la façon d'aborder la santé des aînés dans le plan présenté par le ministre Dubé. À vous, M. Boucher. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde et un grand merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour m'exprimer sur ce sujet. Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais m'exprimer avec 4 casquettes différentes que je vais essayer de relier entre elles, entre ma casquette de médecin praticien, gériatre, confronté directement aux problématiques des sujets âgés et de leurs aidants. Je vais m'exprimer aussi en tant qu'acteur de santé publique avec cette casquette de directeur scientifique de l'Observatoire de la proche aidance au Québec et de membre du comité du plan Alzheimer. Et puis en tant que chercheur également, chercheur de terrain, travaillant sous un mode de recherche-action, de Living Lab pour essayer d'améliorer le commun et le soin et service pour les personnes âgées. Ce que je voulais dire au début, c'était de se dire finalement, quand on regarde ce plan, comment ce plan, on doit le recevoir. Il y a un premier constat, c'est qu'on peut se dire avant tout, ce plan, il a le mérite d'exister. Ça, c'est déjà un bon point. On a un point de départ, un point de référence. Ce plan, il reste très factuel avec un portrait de la situation actuelle, des leçons tirées de cette pandémie quand même qui a bousculé tout le monde pendant plus de 2 ans. Et puis, il y a des actions, comme l'a dit Thomas Bastien, qui apparaissent très clairement. Ce plan, il est centré sur des valeurs et c'est ça qui est important, des valeurs que sont le patient, des soins centrés sur le patient. Alors peut-être qu'on aurait pu élargir à un concept un peu plus large de personnes plutôt que de patients, sortir de la maladie, comme l'a dit Thomas, aller vers la prévention primaire et la promotion de santé, et peut-être plus élargir à un concept de citoyen qu'on revoit apparaître à un moment dans ce plan, mais la valeur individuelle est là, définitivement. Ce plan porte la valeur de l'accessibilité des soins et services, qui est un enjeu majeur aujourd'hui au Québec, porte sur la qualité des soins et sur des valeurs qu'on peut comprendre humaniste derrière tout ça. Il a l'avantage de prendre le temps de faire cet état des lieux, d'analyser la situation. Il a peut-être un petit désavantage de manquer de précision, mais ne faisons pas de ce plan ce qu'il n'est pas. D'accord ? Le plan
très clairement pour moi, identifie ce que je vais appeler des vrais problèmes, c'est-à-dire des choses qu'on connaissait d'ailleurs antérieurement. Ces problèmes ne sont pas nouveaux. Des solutions avaient déjà été identifiées auparavant et n'ont jamais pu s'appliquer. Et probablement que là, il y a une vraie question à se poser, c'est de cette expérience passée, des solutions proposées au fil des années qui n'ont jamais pu s'implémenter, pourquoi ces solutions n'ont pas pu s'implémenter? Ça, à mon avis, c'est une vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui avant de se lancer dans des actions nouvelles. Il y a définitivement des problématiques qui sont centrales soulevées par ce plan. Le personnel, le manque de personnel criant aujourd'hui, le manque de formation. Il y a la vétusté d'un système, notamment informatique, et les enjeux autour des nouvelles technologies de communication et de l'informatique. Il y a cette notion d'organisation qui apparaît parfois complexe et très décentralisée du système de santé. Il y a dans ce plan l'importance de la première ligne et de ses difficultés, et puis le soin à domicile qui est mis très en valeur. Je dirais qu'en tant que gériatre et acteur de santé publique, il y a peut-être deux petits oublis dans ces problématiques. C'est un changement de paradigme qui est principalement lié au vieillissement, c'est-à-dire qu'on est passé d'une médecine du soin aigu au soin chronique, on est passé de la maladie aux incapacités et au handicap. Donc, c'est des modèles qui sont quand même très différents quand on va prendre en charge les gens. On est passé de prendre en charge un individu et à prendre en charge un groupe d'individus avec des maladies chroniques et avec des incapacités. Donc là, il y a une vraie problématique dans ce changement de paradigme et dans les concepts qu'on doit développer, les actions qu'on doit développer, avec en parallèle une médecine qui est devenue hyper spécialisée, très technique et parfois qui peut-être perd un peu de son humanité. Ce qui est rassurant, c'est que les actions proposées par ce plan, elles semblent adaptées. Si on prend par exemple la première ligne, on parle d'un guichet d'accès première ligne, on nous parle de l'auto-soin, on parle de la télésanté. Très clairement, c'est des voies dans lesquelles il faut aller aujourd'hui. La question, c'est comment on va y aller, comment on va pouvoir avancer dans ces directions-là. Et puis, il y a un rôle clé aussi qui apparaît dans ce plan, ou que moi j'ai lu ou vu, c'est le rôle d'acteurs dits connexes aux acteurs du système de santé, comme les aidants. Et là, on va dire, je prends ma casquette de directeur scientifique de l'Observatoire des proches aidants. Donc, les aidants sont là, sont des éléments clés dans la prise en charge des patients, évidemment. On voit aussi le rôle clé des pharmaciens, le rôle clé des infirmières, notamment avec le GAP, concrètement. Donc, on voit qu'il y a des acteurs qui vont prendre et qui ont déjà une place et qui vont avoir une place de plus en plus forte. Et il va falloir justement ne pas mettre trop de pression à ces acteurs. Il va falloir les accompagner vers ce changement. Il va falloir leur fournir les bons outils, le bon moyen de communication et développer un langage commun. Et surtout, ne pas s'intéresser qu'au bon fonctionnement d'un système, mais repenser certainement la logique de fonctionnement des systèmes pour pouvoir atteindre les objectifs qui apparaissent dans ce plan. Ce qui m'alerte quand je lis peut-être ce plan, c'est qu'on parle d'un soin centré sur la personne, plus adapté en termes de tarification. Attention à la tarification à l'activité. C'est clairement pas une bonne solution. Des pays l'ont voulu le développer, puis on voit qu'il y a des travers à travers ce type d'approche. Donc attention. Je dirais, on parle beaucoup de numérique et le numérique est une solution évidemment, mais attention à la déshumanisation du soin à travers le numérique, notamment pour les personnes les plus vulnérables comme les personnes âgées. Il faut impérativement se centrer sur l'information et la formation des professionnels, mais aussi de ces acteurs connexes, définitivement. Il faut être capable d'accéder à de l'information, il faut être capable d'accéder à de la formation, je pense entre autres aux aidants, pour pouvoir mieux accompagner, et ce, de manière concertée, de manière synergique, les gens qui sont malades. Je dirais attention au tout domicile, c'est une voie qu'il faut développer, mais comment, qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour accéder à ce tout domicile, ne pas créer une médecine à deux vitesses, ça me paraît un élément extrêmement important. Et les enjeux que je vois à travers ce plan, comme je vous l'avais compris, c'est une santé globale et une responsabilité certainement partagée de niveau citoyen, définitivement, entre des patients, des individus, des aidants, des professionnels et des acteurs du système de la santé, définitivement. C'est
certainement aujourd'hui la nécessité absolue de mieux connaître l'état de santé réel des Québécois pour pouvoir proposer, notamment dans le champ de la prévention et de la prévention en santé, les bonnes actions. On a peu d'informations. C'est quoi la santé réelle des Québécois aujourd'hui, et notamment d'une population vieillissante après 50 ans? C'est concentrons nos efforts de ce fait aussi sur informer correctement, de manière appropriée, compréhensible, et former les gens à ce que doit être la santé, la promotion en santé, la prévention en santé, notamment quand on touche des personnes vulnérables, notamment des sujets âgés. Et puis, probablement qu'on aurait, et l'un des enjeux, c'est relié à cette santé, c'est ce domaine de socialisation, de marginalisation, d'isolement social des gens qui font partie d'une santé sociale extrêmement importante qu'il va falloir développer dans les années à venir. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Beauchet. Nous allons laisser la parole à M. Prudhomme maintenant. À vous. Bonjour, merci. Est-ce qu'on peut mettre à l'écran le partage pour la présentation, s'il vous plaît? Donc, bien content d'être là. Merci de l'invitation. Ça a été mentionné au début, la FADOC, c'est plus d'1 demi-million de membres. C'est aussi plus de 700 points de service locaux, 16 regroupements régionaux, un secrétariat provincial et surtout près de 5000 administrateurs bénévoles. Évidemment, notre mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus afin de conserver et surtout d'améliorer leur qualité de vie au fil du temps. Maintenant, concernant le plan de santé, évidemment, il n'est pas possible d'être contre la vertu. Ce plan, en fait, je pense, est rempli de bonne volonté, mais on va le juger, comme on dit, à ses fruits. Donc, au fur et à mesure que les étapes seront franchies dans ce qui est prévu. Il importe d'abord et avant tout que des actions soient rapidement mises en œuvre afin de concrétiser les objectifs du plan. En d'autres mots, on n'a pas le temps de courir un marathon, c'est un sprint qu'on doit faire. Il y a déjà fort longtemps que les gens attendent pour certaines choses et dans ce cas-ci, il y a des gens qui en souffrent. Donc, il faut vraiment faire rapidement certaines actions, à tout le moins les plus urgentes. Survolons donc, si on regarde la pierre angulaire, ça a été mentionné avant moi, évidemment la main-d'œuvre. Ça fait des années chez nous, au réseau FADOC, qu'on déplore le manque de main-d'œuvre. Périodiquement, et ce même avant la pandémie, des situations inadmissibles étaient relayées dans les médias, notamment en ce qui concerne des aînés dont les soins étaient reportés ou tout simplement non effectués à défaut de personnel en quantité suffisante ou de personnel suffisamment formé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Évidemment, le gouvernement souhaite mettre en œuvre une série de mesures qui satisfont un certain nombre de demandes afin de résoudre le problème de main-d'œuvre. Évidemment, une campagne de recrutement massif, des formations accélérées, un processus de reconnaissance, compétences pour les infirmières recrutées à l'étranger, des incitatifs sous forme de bourses différentes pour différentes formations, décloisonnement des champs de pratique des travailleurs et des professionnels de la santé, ce qui a déjà par ailleurs été commencé dans certains cas et qui doit se poursuivre de façon plus rapide. Et je dirais, la dernière chose, non la moindre, quand on parle de formation et de pouvoir ouvrir les vannes, comme on dit, de cette option-là, bien évidemment, dans certaines branches, il y a des quotas qu'il faudra revoir parce qu'évidemment, en maintenant des quotas, on empêche une quantité suffisante de gens aussi de venir au niveau des professionnels de la santé. Si on va à la prochaine diapositive, évidemment, il y a des bémols. Le gouvernement parle de mettre fin aux temps supplémentaires obligatoires, de réduire l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante, mais par contre, il n'instaure aucune cible ni aucune mesure contraignante à ce sujet. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui doit être vu rapidement parce que si on ne va pas en ce sens, ben en fait, on sait ce qui se passe actuellement dans le système. Dans la prochaine diapositive, on peut remarquer de notre côté qu'il y a toutefois un grand absent. C'est-à-dire le plan de santé ne mentionne aucunement les ratios professionnels soins patients dans le réseau de la santé. Et pour le réseau FADOC, il est clair qu'il faut réviser ces ratios. Il y a déjà eu des projets pilotes qui ont démontré leurs résultats et on demande à ce que ces résultats soient étendus à la province. Évidemment, on s'entend,
c'est l'œuf ou la poule. On parle de recrutement de main-d'œuvre, mais si on cible les ratios, ben, à tout le moins, on aura aussi des cibles pour savoir le nombre de personnel qu'on a besoin en tout et partout pour les différents milieux des professionnels de la santé. Au niveau des infrastructures, le gouvernement s'engage dans la rénovation et la construction de nouveaux hôpitaux modernes, notamment pour ajouter des lits hospitaliers, la rénovation CHSLD et VETUS, la poursuite du déploiement de maisons des aînés alternatives sont également prévues. Donc, il s'agit aussi de mesures nécessaires avec ce qu'on voit aujourd'hui. Cependant, dans la diapositive suivante, on voit qu'au Québec, il y a beaucoup de retard à rattraper en la matière. Il y a actuellement autour de 4 500 personnes en attente d'une place en CHSLD. Par ailleurs, les projets annoncés relativement aux maisons des aînés, maisons alternatives, comptent moins de 3 500 places. De surcroît, la première maison des aînés a été inaugurée le 24 novembre dernier et des retards quant à la livraison des autres projets sont à prévoir. Donc, quand je disais qu'il faut activer et ne pas prendre trop de temps, il y a des besoins en attente pressants depuis fort longtemps qu'on doit effectivement combler. À la suivante. Évidemment, le virage vers les soins à domicile est important. C'est un aspect sur lequel le réseau FADOC insiste beaucoup depuis de nombreuses années. Les gens veulent vieillir chez soi et à travers différents spécialistes dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs systèmes de santé à travers le monde, c'est ce qu'on demande, soit orientés vers le vieillissement. Et ici, attention, non pas vers les vieux, comme les gens se plaisent à dire, mais vers le vieillissement, ce qui est du jour 1, où on commence à vieillir et on oublie la périnatalité, jusqu'à ce on ait besoin de soins particuliers au niveau du vieillissement, donc de maladies chroniques et autres. Évidemment, le plan santé aborde, entre autres, un projet qui nous tient particulièrement à cœur, les équipes médicales de soins intensifs à domicile, ce qu'on appelle les SIAD, en lien étroit avec le CLSC, une équipe multidisciplinaire qui répond aux besoins des patients en fin de vie à leur domicile. Ce projet a été établi à Verdun depuis de nombreuses années, a démontré son efficacité, qu'il est possible d'être soigné et accompagné chez soi dans la dignité jusqu'à son dernier souffle. Le plan santé propose de développer ces équipes partout au Québec, ce qui constitue un objectif très important. Évidemment, en revanche, alors que le plan santé insiste sur la nécessité de passer à l'action et souligne que le rapport Michaud de 2005 insistait déjà sur l'importance de rehausser l'offre de soins à domicile, le gouvernement n'annonce réellement rien de concret à cet effet-là. Au contraire, il se contente d'indiquer qu'il attend les recommandations de la commissaire à la santé relativement à la performance du système de soins à domicile. Et comme on le dit depuis plusieurs années, il y a eu nombre de consultations, nombre de rapports qui ont été mis de l'avant à l'effet de ce qu'on devrait faire pour les soins à domicile, notamment modifier notre budget en santé, c'est-à-dire le tourner vers les soins à domicile et non pas le tourner vers le curatif comme il est actuellement. Donc déjà, ça aurait été intéressant de voir certaines pistes à cet effet-là. Évidemment, la plus grosse inquiétude du réseau FADOC relativement au plan santé touche le rôle du privé qui prendrait de l'importance à l'intérieur d'un système public. Les entreprises se sont déjà insérées de manière insidieuse dans le système de santé québécois. D'abord, via la main-d'œuvre indépendante, les agences de placement. On a vu que pendant la pandémie, le gouvernement a d'ailleurs été pris à la gorge avec des tarifs démesurés, à titre d'exemple. De surcroît, la main-d'œuvre qui se fait déjà rare est aussi drainée en partie par ces entreprises. Autre aspect, le Québec délègue déjà certaines chirurgies au privé. Les partenariats au privé, notamment avec des cliniques médicales spécialisées, démontrent que les coûts pour faire opérer des patients étaient, dans certains cas, de 30 à 40 plus élevés qu'à l'hôpital. En 2016, un projet pilote a démontré que ces entreprises empochent des profits de l'ordre minimalement 10 %. Donc, si l'objectif du gouvernement est de faire appel au privé afin de rattraper le retard, c'est sûr qu'il en sera notamment plus coûteux et risque également de drainer de la main-d'œuvre qu'on a besoin dans le réseau public. Autre forme de privatisation des soins, les résidences privées pour aînés et les centres de soins de longue durée privés. Évidemment, juste l'évocation de certains noms qu'on voit ou qu'on a vus durant la pandémie est suffisante pour créer de l'indignation.
Quand on parle de Groupe Sélection, Floralie, Heron, Mont-Carmel, pendant des années, à défaut d'une offre de matière de soins à domicile qu'on pourrait appeler correcte, un nombre de places ont effectivement été transférées au privé. Et pour nous, évidemment, lorsqu'on met de l'avant en achetant des places et en mettant des crédits d'impôt pour aider les particuliers à financer ces soins achetés au privé, ça cause problème. Le réseau FADOC n'a rien en fait contre les RPA, parce que pour aînés autonomes et semi-autonomes, c'est un choix et ça demeure un choix que les gens doivent avoir. Cependant, la présence d'entreprises privées dont l'objectif est de faire du profit en offrant des soins qui devraient être assumés par le public est très questionnable. Évidemment, en terminant, quand on parle de santé, on doit dire financement. Et si on parle de financement, on doit forcément retourner au fédéral pour ce qui est des transferts en santé. Et comme on dit au début, le fédéral subvenait pour à peu près 50 %. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, autour de 22 %. Donc, bien entendu, il y a un grand pas à faire si on veut que ce plan-là réussisse, de pouvoir renégocier le financement du fédéral, comme les provinces sont d'ailleurs en train de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Prudhomme. Nous allons maintenant passer la parole à Mme Caroline Soriol. À vous, Caroline. Bonjour, merci de m'avoir invité avec mes distingués collègues à donner notre réaction et perspective sur le nouveau plan santé. Alors, pour ceux qui connaissent moins les Petits Frères, je me permettrai de vous présenter brièvement qui nous sommes. Donc, nous sommes un organisme communautaire qui couvre presque l'ensemble du Québec. On est présent physiquement dans 12 régions, mais on a un programme qui couvre l'ensemble de la province. Et notre mission est d'offrir amour, affection, réconfort et présence aux personnes aînées de 75 ans et plus qui n'ont aucun proche, qui n'ont personne autour d'elles pour les aimer, les accompagner et ce, jusqu'au bout de leur vie. Donc, les Petits Frères, on est un grand réseau de 3000 bénévoles qui sommes présents dans la vie de personnes au cœur de leur grand âge, où on peut appeler le 4e âge, qui est une période certains pensent très ennuyante, long fleuve tranquille en attendant la mort, mais en fait, c'est une période qui est extrêmement occupée. C'est une période où les gens vivent énormément de transitions, de deuil, de déplacements et d'adaptation. Donc, c'est une période où les gens ont souvent besoin de se reposer sur quelqu'un, de s'appuyer et d'avoir des gens qui veillent sur eux. Alors, les Petits Frères, on connaît bien la vie des personnes aînées, les personnes du grand âge. On n'est pas des généralistes. Toutefois, on est dans l'intimité des personnes que nous accompagnons. Et je crois que mes deux collègues précédents ont dressé un grand portrait, une réaction assez structurée au plan qui a été présenté. Bien sûr, il y a des enjeux de main-d'œuvre criants. Alors, tout le plan, évidemment, est tributaire de la capacité à recruter et maintenir en santé le personnel de la santé. Donc, c'est clairement un élément extrêmement important et crucial dans la réussite de ce plan-là. Mais dans notre perspective, dans la perspective des Petits Frères, qui est celle d'un organisme communautaire bien ancré sur le terrain auprès des personnes de 75 ans et plus, en moyenne 85-90 ans d'âge, notre préoccupation est plus l'absence totale de l'isolement comme un facteur de santé des personnes aînées. Alors, bien sûr, il y a toutes sortes d'éléments qui vont vouloir assurer la santé physiologique des personnes. Dans le plan, on parle des conditions de vie, on parle même d'offrir des meilleurs repas dans les CHSLD. C'est extrêmement important. On fait aussi allusion aux organismes communautaires en mentionnant le besoin d'avoir un meilleur soutien. Et j'étais contente de les voir apparaître dans la carte des acteurs qui tournent autour des personnes dont on veut la santé. Alors, l'importance du secteur communautaire, mais on ne nomme nulle part le mot isolement, qui en fait est un fléau important et un fléau croissant, surtout pour les personnes du grand âge. Alors, l'isolement, c'est un facteur, c'est l'un des déterminants de la santé. On estime que 7 à 10 de la population des personnes aînées sont en isolement sévère. Isolement sévère, ça veut dire qu'ils n'ont aucun contact avec quiconque pour la durée d'1 mois. Et ça, c'est reconnu dans la littérature. Donc, on parle de 7 à 10 de beaucoup de monde. Et aujourd'hui,
les aînés, en moyenne, on parle beaucoup des aînés qui sont encore en capacité, on parle de leur capacité à être productifs, la capacité à travailler, à donner leur avis, à aider leurs petits-enfants, à bouger, à prendre des décisions, à s'assumer. Et à être là, autonome le plus longtemps possible, ce qui est extrêmement important, mais il vient un temps dans la vie où ces capacités peuvent être en décroissance. Et ce qu'on peut anticiper d'ici 10 ans, c'est que la grosse cohorte d'aînés qui aujourd'hui est en pleine capacité et qu'on veut maintenir en grande capacité le plus longtemps possible, va quand même y avoir un grand nombre de ces personnes qui vont perdre des capacités et qui vont être en situation de plus grande vulnérabilité et fragilité. Et l'isolement, ce n'est pas un accident. L'isolement, c'est un déterminant, mais l'isolement, c'est quelque chose qui arrive. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas fin. Ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas occupé de notre réseau, mais quand on vieillit longtemps, ce qui est une bonne nouvelle, mais quand on vieillit longtemps, souvent les personnes qu'on a aimées nous quittent avant, c'est-à-dire notre frère, notre sœur, nos enfants, parfois, quand on vit jusqu'à 100 ans, parfois nos enfants sont décédés avant nous. Et souvent aussi, on va être déraciné de quartier, on va changer de milieu de vie, on va changer d'habitude de vie. Parce que notre condition l'exige et on va perdre progressivement notre réseau. Donc, l'isolement, c'est vraiment un facteur qui va être en croissance malheureusement au cours des prochaines années et c'est un élément qui n'est pas du tout nommé dans le plan. Pourquoi devrait-il l'être? Je l'ai déjà dit, c'est un déterminant de la santé, mais on le sait, tous les effets que l'isolement peut avoir sur la santé. Certains le comparent à fumer 2 paquets de cigarettes par jour pour toute une vie. Donc, ça a un effet sur la santé physiologique parce qu'on a moins envie de vivre quand on a l'impression qu'on ne compte plus pour personne. Et il y a tout un ensemble de facteurs physiologiques et psychologiques qui se mettent en branle quand on est isolé. Alors donc, l'isolement est un facteur important de la santé. Il n'est pas du tout mentionné. On sait aussi tout le virement qu'on souhaite là, pour les soins à domicile, qui est vraiment ce que les aînés souhaitent et les non-aînés aussi souhaitent pour eux-mêmes et pour leurs parents. Donc, on souhaite vraiment le virage vers le soin à domicile, mais on parle justement du soin à domicile, le soutien à domicile, le maintien à domicile. Mais quand on est très, très, très âgé et qu'on n'a pas de proches, le soutien à domicile peut devenir assez complexe. Et souvent, en fait, le soutien à domicile prend pour acquis qu'il y a des proches autour qui vont venir apporter des choses, compenser, assurer une présence. Mais qu'en est-il des personnes aînées qui, elles aussi, veulent être à domicile, mais n'ont plus aucun proche qui vont venir leur faire une petite visite ou une petite pensée? Alors, c'est sûr qu'un plan santé ne va pas régler l'enjeu de l'isolement, mais le fait de ne pas l'avoir nommé est quand même un élément majeur. Et il nous apparaît que dans la planification du maintien ou du soutien à domicile, on doit vraiment intégrer cette dimension de la présence de proches et l'absence de proches et de prévoir des modalités probablement non rémunérées pour assurer une présence, un accompagnement, une socialisation des personnes qui seront à domicile. On sait aussi tout l'enjeu de transport des personnes aînées qui est vraiment un fléau, surtout dans les régions. Là, on entend parler de municipalités où il y a pas de transport adapté ou parfois même plus de taxis. Alors donc, si vous êtes une personne aînée et que vous êtes maintenu à domicile, mais que vous n'avez plus de voiture et nulle part où aller, peut-être que vous allez trouver ça très, très long à être chez vous, même s'il y a des gens qui viennent pour s'occuper de vos capacités ou de votre environnement physiologique. Donc, le soin à domicile est extrêmement souhaitable, il est voulu, mais on trouve important que soit intégrée la notion de prévention de l'isolement et d'adaptation de la société pour assurer une solidarité aux personnes aînées isolées. Là, on trouve que ça devrait être intégré dans une vision de soins à domicile. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui peut rester à domicile, bien sûr. On parle des maisons des aînés qui sont un élément très important, mais la vétusté des installations CHSLD ou autres types de résidences ou l'inabordabilité des RPA est aussi un élément important qui fait qu'une personne qui est trop seule à domicile et qui voudrait aller vivre en résidence, bien, c'est difficile pour elle de choisir une résidence en fonction de moyens financiers qui sont souvent limités. On le sait que, je crois, 40% des personnes aînées ont un revenu inférieur à 26 000 $ par année. Donc, leurs moyens sont très limités de choisir une résidence qui leur plairait, qui les accommoderait. Et on connaît toutes les listes d'attente pour vivre en CHSLD, mais parfois, CHSLD, c'est un peu trop médicalisé, disons, pour les besoins d'une personne seule qui n'a pas de
proche, mais qui a besoin d'aller vivre dans un environnement collectif. Alors voilà un élément qui nous apparaît extrêmement important, toute la prévention de l'isolement comme un déterminant de la santé et d'y penser comme étant un facteur qui va assurer la santé de nos aînés. Merci beaucoup, Madame Soriol. Maintenant, la parole est à Marie-Louise Leroux. Oui, bonjour à tous. Merci d'être tous ici. C'est l'avantage de passer. L'avantage et l'inconvénient de passer en dernier, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais donc je vais rebondir sur sans doute pas mal de propos qui ont été tenus par les précédents panélistes. La première chose, c'est que il me semble, de mon point de vue, que le plan en santé qui avait été présenté voulait faire un état des lieux général, donc pas juste se concentrer sur les aînés, mais sur toutes les catégories de population qui vont consommer des services de santé. Ceci étant dit, il se trouve que le Québec vieillit plus que beaucoup des pays développés dans le monde et que de ce fait, on s'attend à ce que des mesures importantes, des mesures économiques et sociales soient prises vis-à-vis des aînés et plus particulièrement vis-à-vis des personnes qui seraient en perte d'autonomie. Il y a, en dehors du plan santé, il y a deux autres plans qui sont spécifiquement tournés vers les aînés, tels que le plan d'action gouvernemental visant à aider, enfin, ou en tout cas, à essayer de trouver des mesures pour favoriser les proches aidants. Et il y a aussi un plan concernant la politique d'hébergement et les services et soins de longue durée qui sont sortis parallèlement à ce plan santé. Donc, il ne faut pas l'oublier qu'en dehors du plan santé, il y a ces deux autres plans qui sont spécifiquement tournés vers les aînés. Moi, ce que j'ai remarqué et qui m'intéresse plus particulièrement, c'est qu'en fait, dans ce plan santé, on met l'accent vers un virage massif vers les soins à domicile. Donc, l'avantage de ça, c'est que c'est une volonté des Québécois, des Québécoises d'avoir accès à plus de soins à domicile. Moi, en tant que chercheur, mais avec d'autres collègues de l'Institut de la retraite et de l'épargne au HEC, donc conjointement entre l'UQAM et les HEC, on avait fait une enquête à la fin de la première vague de pandémie auprès de Québécois et d'Ontariens. Et on s'était rendu compte que près de 72% des personnes interrogées, donc entre 50 et 70 ans, s'étaient déclarées moins enclines à rentrer en CHSLD. Le jour où elles seraient en perte d'autonomie, elles souhaiteraient éviter d'y aller. Et donc, une des raisons, c'était en particulier lié au scandale qui était sorti dans les médias sur les CHSLD et les mauvaises conditions dans ces établissements-là. Mais aussi, en fait, ce qu'on avait montré dans cette enquête-là, c'était que plus de 70% des gens soutiendraient un gouvernement qui mettrait en place des subventions plus importantes vers les soins de longue durée. Et donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est que ces soins de longue durée, ils sont extrêmement coûteux. Bien plus coûteux finalement à niveau de perte d'autonomie équivalente, ils sont bien plus coûteux que d'aller dans un CHSLD public. Donc effectivement, favoriser les soins de longue durée à domicile, c'est un souhait de la population. Mais il ne faut pas négliger tous les aspects économiques. Donc, mes collègues en ont déjà parlé avant moi, mais il y a tout un aspect offre. Donc, offre de travail il va falloir former des gens pour aller à domicile, il va falloir former des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. Et on a déjà une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, mais pas seulement en fait. La pénurie de main-d'œuvre, elle est dans beaucoup de secteurs de la société et malheureusement, en fait, ces carrières en santé ne sont pas très attractives. Donc, il va falloir mettre en place les moyens
via donc des formations, via des horaires adaptés, via des rémunérations plus importantes pour rendre attractives ces formations et ultimement qu'on ait suffisamment de personnes qui puissent fournir ces soins à domicile. Puis du côté de la demande, du côté des personnes en perte d'autonomie qui souhaiteraient avoir accès aux soins de longue durée à la maison, il faut se rendre compte que ces soins-là, ils sont extrêmement chers et que les aides gouvernementales sont très, très faibles. Elles n'ont aucune commune mesure par rapport au coût de ces soins de longue durée. Donc, je vous fais un petit calcul très simple. Supposons qu'on ait une personne. Donc, je reprends. Mais le coût des soins de longue durée, tout dépendamment les services qui sont fournis, ils sont estimés entre 15 $ et 85 $ de l'heure. Et donc, supposons une personne qui aurait besoin de 5 heures de soins de longue durée à la maison, 7 jours sur 7, à 35 $ de l'heure. On imagine que 5 heures par jour, ce n'est pas énorme, d'accord? Pour une personne qui est en perte d'autonomie, ce n'est pas beaucoup. 35 $ de l'heure, pareil, je suis plutôt sur la borne, sur la fourchette basse du coût des soins de longue durée. Eh bien, si vous faites le calcul, sur un mois, ça revient à plus de 5 000 $ pour cette personne-là. Sans compter qu'elle doit continuer à payer éventuellement son loyer, peut-être une hypothèque, l'entretien de la maison, sa nourriture, plein de choses qui seraient prises en compte si elle allait en CHSLD public. Donc, je dis pourquoi pas, pourquoi c'est bien de mettre en place des mesures, enfin de dire qu'on veut favoriser les soins de longue durée à la maison. Mais ça va être, à l'heure actuelle, même si on met de côté en fait la partie médicale, est-ce que la personne est capable encore de recevoir des soins de longue durée à la maison? Si on ne se concentre que sur l'aspect financier, en fait, un très petit nombre d'aînés pourraient se permettre de s'acheter des quantités suffisantes de soins à domicile. Et dans ce cas-là, on sait aussi que les proches aidants vont être plus souvent là, plus souvent à donner en fait des services à la maison, donc à se substituer à cette aide formelle, à ces soins infirmiers. Et ça représente aussi un coût très, très, très important pour les proches aidants qui potentiellement vont devoir quitter leur travail, qui vont peut-être aider la personne en perte d'autonomie financière, ils vont l'aider financièrement. Donc, il ne faut pas oublier tous ces aspects-là. Et donc, ce sont des considérations financières. Je y reviendrai sans doute plus tard dans le panel. Ce sont des considérations financières que l'on n'aurait pas forcément à prendre en compte si la personne allait en CHSLD public. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je souhaitais dire, en tout cas pour commencer. Merci beaucoup, Madame Leroux. Nous venons d'entendre les 4 panélistes nous donner leur point de vue sur le plan santé et sur la place qui est accordée aux aînés dans ce plan. Ce que je propose maintenant, c'est de poser aux 4 panélistes en même temps certaines questions, parfois à 2 panélistes d'autres questions, pour vous permettre d'échanger finalement entre vous sur des thèmes un peu plus spécifiques. Donc, le prochain round, comme on pourrait dire, je m'adresserai parfois aux 4 invités et parfois à 1 ou à 2 invités là, dans le but de favoriser là, une discussion entre vous. Donc, ma première question s'adresserait aux 4 panélistes. J'aimerais que vous nous donniez votre avis sur les bons coups du plan santé en ce qui concerne les aînés. Et n'hésitez pas à discuter entre vous, ça rend la discussion encore plus intéressante. Donc, quels sont les bons coups du plan santé en ce qui concerne les aînés? Je laisse la parole. J'aurais juste une question à la question. Un bon coup par rapport à qui, finalement? Est-ce que c'est un bon coup par rapport à un aîné? Est-ce que c'est un bon coup par rapport à un aidant? Est-ce que c'est un bon coup par rapport à un acteur économique, à un ministère? Vous voyez, la notion de bon coup, il y a dans
tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, il y a une notion de perspective et de référence. Ce qui peut être un bon coup pour un acteur sera un mauvais coup pour l'autre. Prenons l'exemple du soin à domicile. On aimerait bien tous aujourd'hui rester à domicile, mais paradoxalement, ça peut coûter beaucoup plus cher qu'un CHSLD. Donc, c'est un bon coup pour l'acteur usager, c'est un mauvais coup pour le système. Vous voyez, c'est un peu ça, et c'est ça toute la difficulté d'un plan santé, je pense, c'est déterminer un bon ratio entre une sorte d'équilibre qui permet d'équilibrer le système. Ça, c'est une réponse un peu générique d'entrée. Et je pense qu'il y a Caroline qui a levé la main. Oui, Caroline. Ben moi, j'en prendrai une posture, bon coup pour qui? En fait, je pense que c'est un bon coup pour bien des acteurs, mais deux éléments. Le premier, c'est vraiment d'avoir mentionné sans aucune gêne là, la santé mentale et la prévention. Ces deux éléments-là font leur apparition. Ils sont en fin de chapitre, bien sûr, mais ils apparaissent. Ce sont des mots, ce sont des sections, ce sont des éléments là, qui susciteront des plans d'action. Pour chacun d'entre eux, toutefois, on peut questionner dans quelle mesure ils seront adaptés aux aînés versus pertinents pour un citoyen lambda général qui fait partie de la population moyenne. Là, je pense qu'on pourra, et on pourra en reparler un petit peu plus tard, là, de la particularité là, qui sera appliquée à ces deux concepts-là. Troisième bon coup, en fait, le premier, c'était de nommer ces deux éléments-là. Donc, deuxième bon coup est aussi le fait de nommer le milieu communautaire comme étant des partenaires. Ils apparaissent à plus d'un endroit dans le plan santé. Maintenant, comme organisme communautaire, évidemment, on ne veut pas être victime de dumping de services. Aussi, on parle de augmenter le soutien, mais ça veut dire quoi? Parce que le soutien, on parle de pérennisation des subventions ou des ententes de services là, pour avoir une prévisibilité, ce qui n'existe pas dans le système, dans le domaine communautaire. On est toujours d'année en année, donc c'est difficile de construire des liens permanents. Aussi, la place réelle, est-ce qu'on est un prestataire qui vient en renfort quand les autres sont plus capables ou est-ce qu'on est vraiment un acteur, un partenaire clé qui répond à des besoins particuliers insérés là, dans la planification des services de santé. Alors, tout est dans le comment, mais je pense que dans les bons coups, c'est le fait de les avoir identifiés, autant la prévention, la santé mentale, mais aussi le secteur communautaire comme étant des alliés pour avoir une société en santé, des patients en santé, un système de santé idéalement en santé aussi. Merci beaucoup, Caroline. Une autre personne souhaite intervenir? Oui, je le ferai. En fait, il faut certainement demeurer optimiste, premièrement. Donc, si on se donne la chance, on parle d'accès à la première ligne amélioré. On parle de décloisonnement des professions. On parle de virage massif à domicile pour les soins à domicile, ce qui est non seulement souhaité, mais souhaitable, parce qu'on le sait, ça a été démontré. La prise en charge, continuum de soins, et comme ma collègue avant moi le dit, l'inclusion de certains acteurs essentiels à cette réussite-là. Et donc, ouais, moi aussi, ce que je soulignerais de plus, c'est l'utilisation de la télémédecine. Dans le plan, on parle beaucoup de développer ces moyens-là. Je pense qu'effectivement, c'est une direction dans laquelle aller. Et le Québec, avant la pandémie, était très en retard par rapport à d'autres pays sur le plan de la télémédecine. Et donc, je voudrais aussi peut-être paraître raisonnable. Tout à l'heure, quand dans mon intervention, j'ai parlé des soins de longue durée, je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose. Hein. Je trouve qu'il faut juste il va falloir sans doute y mettre énormément de moyens financiers. Donc, comme disait M. Prudhomme, peut-être faire en sorte qu'il y ait plus d'engagement du fédéral. Mais a priori, c'est une avenue vers laquelle les gens veulent aller. Et finalement aussi, et ça, la pandémie l'a mis malheureusement en avant, qu'il y ait plus d'enquêtes dans les CHSLD en général, pas seulement public, pas seulement privé, mais public aussi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Leroux.
Monsieur Beauchet, à vous la parole. Oui, alors, le bon coup que je vois dans ce plan et qui est relié vraiment à la notion de promotion de santé et prévention primaire, c'est l'auto-soin. Définitivement, c'est l'autonomisation de l'individu dans le soin pour le rendre un acteur actif de son soin, avec toujours en tête, éviter de mettre trop de poids sur cet acteur, trop de responsabilités. Mais cet accompagnement, cette démarche d'auto-soin, la prise de conscience de ce qui se passe vis-à-vis de ma santé, sans être un simple usager qui va chercher une prestation de service, c'est une dimension centrale pour commencer à faire une bonne prévention, pour faire une bonne promotion et pour accompagner un individu qui deviendra peut-être plus tard ou le plus tard possible un patient. Donc ce concept-là, je trouve que c'est vraiment un bon coup, c'est la bonne direction dans laquelle il faut aller et une fois de plus, il faut faire extrêmement attention dans la manière dont on va le poser pour éviter de mettre trop de poids, pour ne pas se décharger complètement sur l'individu, le patient ou son aidant. Merci beaucoup, M. Beauchet. Est-ce que M. Prudhomme, Mme Soriol, Mme Leroux aimeraient rebondir sur ce commentaire? Moi, j'aimerais vous poser une question. Oui, on parle de bons coups, mais dans ce plan, on sait à quel point le vieillissement est une question complexe, à quel point on ne peut pas mettre toutes les personnes âgées dans un même paquet, dans une même catégorie. Alors, à quel aîné on s'adresse dans le plan? C'est une bonne question. En fait, C'est bien ça le problème d'ailleurs, parce que toutes les solutions ne sont pas adaptées aux mêmes personnes. C'est-à-dire, est-ce que le soin à domicile, et ça, M. Beauchet en parlait, va être adapté à des personnes en perte extrême d'autonomie? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas m'exprimer là-dessus, mais... En fait, je dirais, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. On parle d'un vieillissement de la population, donc on parle à travers les experts dans le monde d'orienter nos services de santé vers le vieillissement de la population. Donc, dans le plan, évidemment, je ne pense pas qu'on a tout nommé, loin de là, mais en l'orientant vers le vieillissement, c'est-à-dire en prenant en considération qu'on est une population qui vieillit rapidement, qu'en vieillissant, malheureusement, même si la majorité des gens demeurent en santé et en autonomie très, très, très et de plus en plus longtemps, on a quand même des habiletés qu'on perd. Notre corps est une machine qui, malheureusement, va finir par faire défaut dans certains cas. Dans certains cas, possiblement pas. Il y en a qui courent des marathons à 100 ans, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est des exceptions. Donc, en ce sens, c'est tourner graduellement vers, quand on parle de soins à domicile, puis je veux rectifier, ce n'est pas seulement des gens qui devraient être en CHSLD. On s'entend. Quand on parle de soins à domicile, c'est beaucoup plus large que ça. Tout à l'heure, je mentionnais les soins intensifs à domicile. Là, on parle de gens qui ont besoin de soins, ça le dit, intensifs. Et d'ailleurs, c'est moins coûteux que les soins quand on les donne dans les hôpitaux. À preuve, les médecins veulent moins en donner parce qu'ils sont plus payés à l'hôpital que lorsqu'ils donnent les soins intensifs à domicile. Donc, c'est une des renégociations qui, malheureusement, a été faite au détriment de ce programme-là. Donc, je pense qu'il faut avoir les yeux beaucoup plus larges. Ce n'est pas seulement pour les gens qui sont extrêmement malades, parce que rendu à un certain moment donné, il y a des maisons de soins palliatifs, il y a évidemment d'autres types de soins pour ces gens-là, idéalement, mais c'est vraiment pris dans son ensemble. Il faut que notre système de santé soit adapté à notre vieillissement. Un point important à signaler, vieillir n'est pas une maladie. Définitivement. Et on a trop souvent tendance à faire cette association. D'accord? Ce n'est pas le vieillissement qui est le problème. Ce sont les maladies chroniques qui sont associées à ce vieillissement. Et au-delà des maladies chroniques, si on veut reprendre l'exemple de rester à domicile, c'est les incapacités, le handicap qui va émerger suite à ces maladies chroniques. Alors, pour une grande majorité des sujets âgés, d'accord, qui vont avoir ces maladies chroniques cumulées et ces incapacités, d'accord, ces troubles fonctionnels, le soin à domicile va être une bonne solution, d'accord, parce qu'on n'aura pas de grandes incapacités qui vont apparaître, on peut les tenir longtemps. Ce qui coûte à chaque fois très cher, quel que soit le pays du monde, c'est les 2 dernières années de vie. On a un phénomène qu'on appelle de compression des morbidités. Et c'est là où apparaissent tous les problèmes majeurs, où on a un trouble intellectuel,
telles qu'une maladie d'Alzheimer, mais à un stade avancé. On a des gros problèmes pour se déplacer. On a des troubles du comportement. On a besoin de gérer une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale. Et là, on peut prendre le problème sous tous les angles. Le lieu CHSLD est certainement le meilleur lieu théorique pour prendre en charge ces gens-là. Mais c'est une petite fraction des gens, d'accord? C'est une petite fraction des gens. Avant, on peut faire beaucoup de choses. Sur une population qui a ces maladies, stabilisée, correctement suivie, c'est là où la télémédecine a tout son intérêt, c'est là où avoir des gens formés, de savoir quand intervenir a tout l'intérêt. Et c'est là, comme le disait Caroline Sarriol tout à l'heure, c'est là où il va falloir faire attention à une autre dimension qui va sortir du soin conventionnel, mais qui va être l'isolement social des gens, parce que leur périmètre d'action, leur lieu de vie est limité à un espace très clos qui est leur domicile. On a parlé des bons coups en ce qui peut concerner les aînés. En ce qui concerne les professionnels de la santé, les intervenants, est-ce qu'il y a des bons coups dans ce plan-là? Qu'on parle de formation, ça très clairement. Qu'on parle d'aller chercher des gens, ça c'est crucial. Définitivement. Qu'on parle d'aller chercher des acteurs que j'ai appelés un peu connexes, qui ne sont pas si connexes que ça. Hein. Aujourd'hui, on a vu la place qu'ont pris les pharmaciens en période de pandémie pour faire des relais, pour continuer des médicaments, pour accompagner des gens. Décidément, cet acteur est un acteur central aujourd'hui dans le système, qui a une place incroyable de lien social. Ça, c'est un truc majeur. Les infirmières, mais qui ont malheureusement, on est en pénurie d'infirmières, d'accord? Il y a des acteurs clés qu'il va falloir trouver. Assistants sociaux, infirmières, sont deux acteurs clés du système aujourd'hui qui doit accompagner une population vieillissante et qui sont en manque pour moi, définitivement. Hein. On a du mal à en trouver. Ça, c'est les éléments importants. Merci beaucoup, M. Bauchet. Je pense que effectivement, c'est tout à l'heure, je le mentionnais, le décloisonnement des professions. Donc, chacun des professionnels de la santé puisse optimiser son service qu'il donne actuellement en focusant sur certaines choses et en élaguant certaines choses que d'autres professionnels peuvent faire. Notamment, ça a été montré en pandémie, comme M. Bauchet l'a dit avant moi. Autre chose, je pense qu'il faut réfléchir, c'est à ce qu'on peut voir dans le plan, il y aura une certaine décentralisation quand on ajoute les acteurs, quand on ajoute les différentes prises en charge dans le continuum de la façon qu'on le mentionne. Donc, effectivement, c'est une bonne chose de décentraliser pour amener au bon endroit la prise de décision, donc le plus près possible du patient ou de la personne qui a besoin de soins. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste rajouter que c'est bien, il parle de formation, c'est des belles paroles, mais comme je disais tout à l'heure, dans un contexte général de pénurie de main-d'œuvre au Québec, ces professions-là, elles ne sont pas très attrayantes, quoi, parce que les conditions de travail sont extrêmement difficiles, avec un salaire donc relativement aux conditions de travail qui n'est pas si bon que ça, et donc le secteur de la santé va aussi devoir mettre des moyens pour rendre à nouveau attractives ces professions d'infirmières, faire en sorte que les gens aient envie d'aller se former et qu'ils ne fassent pas ça juste par pur altruisme, quoi. Ça ne fonctionnera pas, quoi. Nous, on est des bénévoles, là. Ben, pas moi personnellement, là, mais nos équipes bénévoles sont auprès des personnes aînées et prennent le temps de passer le temps, d'écouter les rêves, les aspirations et jouer aux cartes. Et ce qu'on entend parfois de la part du personnel plus rémunéré, c'est un soulagement de leur part de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour faire ça. Parce que les gens qui parfois offrent du soutien à domicile, ben, eux, ils sont là dans une prestation de service avec des calimètres, des façons, des indicateurs. Ils ont des minutages, ils ont du temps mesuré qui doit être passé dans leurs interventions. De la même façon, dans un CHSLD aussi, là, le personnel qui distribue la nourriture, son travail, c'est de distribuer la nourriture. Ils sont remplis de générosité puis de bon cœur, puis ils vont prendre le temps de dire bonjour, Madame Trépanier, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Mais de là à dire à quoi rêvez-vous, puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque, puis est-ce que vous avez envie de faire une petite partie de dame aujourd'hui? On ne peut pas aller là, mais ce qu'on entend du personnel de la santé aussi, c'est que quand ils savent qu'il y a des bénévoles qui sont là, qui sont disposés à le faire, ça leur permet aussi de ne pas se sentir
en dissonance, hein, parce qu'ils sont là pour aider les gens, mais ils savent qu'ils peuvent les aider juste dans certains volets. Ils ne peuvent pas être là pour l'entièreté de la personne, mais si dans la multidisciplinarité, bon, on parle des pharmaciens, des infirmières, des médecins, tout ça, mais aussi avec la perméabilité et de laisser le secteur communautaire entrer dans les établissements et d'être en lien avec les personnes aînées ou même à domicile, ça offre aussi une continuité d'approche autour de la personne. Et j'aimais bien ce que le docteur Boucher disait au tout début, oui, on voit, c'est vraiment un plan qui est centré sur le patient, mais voyons la personne et voyons le citoyen. Et dans ce contexte-là, la perméabilité des professions permet un entourage et non pas que chacun dise, ben moi j'ai signé un papier, je l'ai référé à un autre spécialiste ou je l'ai envoyé dans le communautaire. Espérons qu'il va trouver quelqu'un. Si on est en perméabilité et en synergie, chacun va faire notre petit bout, mais en sachant que les autres petits bouts, il y a quelqu'un qui s'en occupe, donc on peut être plus serein par rapport à notre petit bout. Ça, à mon avis, c'est une dimension majeure, d'accord? Et d'ailleurs, le plan, parfois, il y a un peu une schizophrénie, mais qui est normale, on est obligé d'être schizophrène. On parle d'un plan humain et d'un plan performant. Donc, on voit bien qu'on a deux visions complémentaires, d'accord? Quand on apporte du soin et du service, on est dans l'humanité, la capacité à accompagner les gens vulnérables. C'est la fonction de tout professionnel, c'est la fonction de tout proche aidant, d'accord? Et puis après, il y a une mécanique, il y a une logique de ce que je vais appeler une société pratico-formelle. Pratique, rapport bénéfice-risque, d'accord? Coût-bénéfice. Et puis formel, est-ce que je suis ou pas dans une procédure, dans un acte de soin? Et puis, on va dans quelque chose d'hyper technique et on perd quelque chose en route. L'humanité de nos soins, d'accord? C'est extrêmement compliqué parce que les soins sont devenus de plus en plus techniques. Les gens ont besoin d'avoir la meilleure qualité de soins. Mais aujourd'hui, est-ce que la meilleure qualité de soins, c'est d'avoir le soin le plus technique ou le soin le plus humain? Et j'ai envie de dire à chaque fois, les deux, mon capitaine. Bien sûr, les deux. Et il ne faut pas oublier cette dimension d'humanité dans le soin. Et c'est peut-être cette espèce de schizophrénie qui est en train d'apparaître où on voit des acteurs dans le monde du bénévolat qui sont plus centrés sur ça, des acteurs dans le monde professionnel qui sont plus centrés sur la technicité. Et c'est compliqué parce que un professionnel, il va être, j'allais dire, timé quoi, dans son intervention. Il a des actes à faire, c'est ça, c'est pas autre chose. Il n'y a pas ce temps de discussion. C'est pas simple, on est tous sous pression concrètement, mais retrouver cette humanité me semble un élément important. Avoir vu le mot humain est important, la performance est un peu plus gênant, mais c'est logique, c'est un acteur, un système de santé qui veut quand même avoir des résultats au final et être sûr que ce qui est mis en place fonctionne. Avec toujours la même réflexion et de faire attention à ce qu'on appelle la loi de Goodhart. Goodhart était un économiste qui en 1975 avait dit « Lorsqu'une mesure devient un objectif, c'est une mauvaise mesure ». Je prends un exemple, prenons l'exemple dans le contexte de la pandémie. Nous devons nous laver les mains pour éviter la transmission des germes, d'accord? Infection nosocomiale à l'hôpital. Je mesurais la qualité d'un service à faire correctement les choses par le nombre de gel hydroalcoolique qu'ils consomment. On voit tout de suite les dérives qui peuvent arriver, d'accord? Ça, il faut faire extrêmement attention à ça. Quand on veut mesurer quelque chose, ne confondons pas la méthode et l'objectif. Ne confondons pas la mesure et l'objectif, d'accord? Extrêmement intéressant, Dr. Boucher, merci beaucoup. Je vois dans le chat qu'il y a déjà plusieurs questions qui surgissent. Je ne vous oublie pas, je vous lis tout en écoutant les panélistes. Des fois, je ne reprends pas la question tout de suite parce qu'elle va venir dans la liste de questions qu'on souhaite poser à nos invités, mais vous allez aussi avoir un moment de parole pour pouvoir vous exprimer. Mais pour reprendre une préoccupation de Mme Chantal Archambault, qui souhaite vraiment que l'on parle de la place de la prévention et de la promotion qui est accordée dans ce plan, pour vous rassurer, Mme Archambault, c'est notre prochaine question et nous allons particulièrement cibler Olivier Beauchet et Caroline Soriol pour y répondre. Donc, ce que je vous demande, Mme Soriol et M. Beauchet, qu'est-ce qu'il manque en matière de prévention et de promotion en santé des aînés dans ce plan? À vous la parole. Oui, M. Beauchet. Je vais dire honneur aux dames, mais ce n'est pas très courageux.
Ben, en fait, moi, j'ai beaucoup de points d'interrogation là, par rapport à ce qui est mentionné parce que, en fait, on parle de prévention, mais tout de suite, on tombe prévention des jeunes. On parle de qualité de vie, de campagne promotionnelle. Alors, moi, j'imagine très bien un genre de participation 2023-2025, des annonces à la télé, je ne sais pas quoi, des pancartes dans le métro pour nous rappeler de monter les escaliers au lieu de prendre les escaliers mobiles, je ne sais pas quoi, parce qu'on est vraiment dans la section prévention, on fait vraiment référence à promouvoir des habitudes de vie, mais je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'on réfléchira pour les personnes aînées, qu'est-ce qu'on pourra offrir de pertinent. Puis là, vous nous interpellez, mais je vois mon collègue Danny Prudhomme, là, je suis certain qu'il y en aurait long à dire. Parce que la prévention, c'est oui, l'activité physique, mais aussi de se maintenir en socialité, de se maintenir en action, de se maintenir dans un espace d'utilité. Alors, qu'est-ce que c'est la participation? La prévention vient aussi avec la participation sociale, mais qu'est-ce que c'est la participation sociale quand progressivement nos capacités s'amenuisent? Donc, on veut maintenir les capacités le plus longtemps possible, mais on veut aussi maintenir la participation qui, elle, peut aller plus loin même qu'une fois que les capacités se sont réduites. Alors, moi, ma crainte par rapport à ce qui est mentionné sur la prévention, c'est que ça soit une prévention qui soit très, justement, gel, faut pas oublier de se laver les mains, merci de porter un masque en public, montez les escaliers chaque fois que vous le pouvez. Mais on a vu avec la pandémie les effets là, de déconditionnement importants que ça a eu sur la condition physique là, des personnes aînées et la remise en action, la remise sur le piton des personnes aînées qui ont perdu du tonus et de la capacité, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Les personnes aînées, surtout avec la pandémie où on a adopté un discours là, de manque de capacité, de fragilité, de vulnérabilité, faites attention à vous, vous êtes vulnérables. Il y a des gens de 70 ans qui se sont repliés sur eux-mêmes puis qui ont bien internalisé cette idée qu'ils étaient fragiles. Et là, aujourd'hui, ils ont 73 puis ils sont, dans le fond, objectivement, tout en capacité, mais ils ont internalisé cette idée de fragilité. Alors, je pense que la prévention passe aussi dans des messages qui vont être spécifiques aux conditions des personnes aînées. Si on parle des personnes, par exemple, on fait un virage vers le soin à domicile, les gens sont à domicile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la prévention pour les personnes à domicile? Oui, on pense tout de suite à la prévention des chutes, mais comment on pense à la prévention comme étant rester une personne debout, rester une personne forte le plus possible en participation sociale et c'est ça qui va lui donner de la nourriture psychologique là, pour les autres déterminants de la santé. Alors, voir la prévention pas seulement comme l'activité physique ou l'empêchement d'avoir une maladie, mais la prévention comme étant maintenir les capacités, le tonus, l'envie de vivre pleinement et fortement le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Mme Soriol. Est-ce que, M. Prudhomme, par hasard, vous auriez un commentaire à faire sur le sujet ou je vous vois sourire depuis tantôt? Ben oui, en fait, parce que ça a été bien commencé en disant qu'on cible beaucoup les plus jeunes, puis c'est parfait. Mais souvent, dans notre société, on va compartimenter et en créant des silos, on ne crée pas de synergie dans un premier temps. Et ce que ça fait, c'est qu'on oublie qu'aux deux bouts du spectre, si on ne bouge pas et si on ne mange pas correctement, ben, quand on est jeune, on va développer certaines conditions qu'on ne devrait pas développer avant d'avoir 50 ans. Et si on est plus vieux, et qu'on ne bouge pas et on ne mange pas correctement, et évidemment, on parlait de participation sociale, là, comme Caroline disait, des deux bouts du spectre, c'est hyper important. Donc, ça fait partie de la prévention. Quand on parle de prévention, il faut penser aux déterminants de la santé. Donc, pouvoir se loger correctement, se nourrir correctement, participer correctement à la société, continuer de sentir qu'on redonne et qu'on est quelqu'un pour la société, c'est très important dans la prévention. Alors, toujours pareil, quand on fait un message de prévention en santé publique, il faut savoir de quelle prévention on va parler. Et de cette prévention-là, on va avoir un public différent et les messages vont être différents. Vous voyez, on met souvent le cadre du mot prévention comme quelque chose d'assez générique, mais c'est quand même une prévention primaire. Reculer la survenue ou le délai de moment de survenue d'une maladie. Secondaire,
les conséquences, et tertiaire, toutes les incapacités qui vont être liées à cette maladie ou ces maladies cumulées. Et on voit bien que les messages sont très différents en fonction de ces trois grands types de prévention, sachant qu'aujourd'hui, on a une autre prévention, la prévention quaternaire, c'est la meilleure utilisation du soin. Qu'on fixe essentiellement de connaissances, je crois, surtout dans le soin palliatique, ne pas faire des examens démesurés par rapport à des gens qui sont en train de mourir, ça c'est logique. Et finalement, la prévention quaternaire, elle est en parallèle de toutes les préventions. Ayons des attitudes logiques par rapport à ce que l'on fait dans une prise en charge et des messages qu'on veut faire passer. Définitivement. Alors, de manière spécifique, en tant que gériatre, j'alerte sur le fait que en prévention primaire et secondaire, on a un énorme problème après 2 ans et demi de pandémie avec des gens qui ont des troubles cognitifs, qui n'en avaient pas, qui commencent à en avoir, qui en avaient et qui sont en train de s'accentuer à cause de la désocialisation, d'accord ? Et alors que jusqu'à présent, on arrivait à retarder l'effet des maladies type que la maladie d'Alzheimer, on peut penser qu'il va y avoir dans les années à venir une augmentation, un pic, parce que des gens ont vécu du stress négatif, se sont isolés. On a vu les phénomènes d'accélération de cette déconnexion sociale. D'accord ? Et des gens qui se sont enfermés, comme l'a dit Caroline, et puis là, on a un vrai problème. Parce que comment reconnecter les gens ? Comment refaire sortir les gens de leur caverne ? C'est déjà compliqué quand on est un jeune, imaginez quand on est très âgé. D'accord ? Ça, à mon avis, il y a des actions prioritaires à avoir aujourd'hui dans des domaines spécifiques tels que les maladies cognitives, je pense. Merci beaucoup, Dr. Bauchet. Maintenant, j'aimerais passer vu que le temps file vite, on prendrait encore plusieurs minutes pour vous écouter tous et toutes, mais on est plus serré dans le temps et je dois être la gardienne du temps. Donc, ma prochaine question s'adresserait à Marie-Louise Leroux et à Denise Prudhomme. J'aimerais savoir si on a les moyens de faire un virage à domicile. Alors, pour cette question-là, en fait, moi, je l'aurais tournée un peu différemment. C'est est-ce que les personnes aînées ont les moyens de faire un virage à domicile? Parce que clairement, pour le moment, l'implication de l'État dans le financement des soins à domicile est très faible. Donc, pour dire les choses un peu grossièrement, ça ne lui coûte pas très cher. Par contre, éventuellement, ça peut coûter extrêmement cher, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de faire un virage vers les soins à domicile si on laisse le coût reposer sur les aînés et leurs familles. Donc, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Très vite, on peut aller pour 5 heures par semaine, 7 jours sur 7, jusqu'à 5 000 $, sachant que la personne doit continuer à payer tout ce pourquoi elle payait d'habitude. Donc, ses produits d'entretien, sa nourriture, son hypothèque. Donc, et si on regarde, les mesures fiscales sont très faibles, quoi. On a un crédit d'impôt pour les soins à domicile qui, au maximum, peut aller jusqu'à un peu plus de 9 000 $ par an. Donc, c'est rien, quoi. Si c'est 5 000 $ par mois, vous multipliez par 12, donc on est à 60 000. Qu'est-ce que je dis ? 50 000 $ par an, et on nous en rembourse juste 9 000 $. Donc, c'est vraiment pas gros. Donc, ma réponse à cette question-là, c'est que pour le moment, oui, on en a les moyens. Enfin, le Québec en a les moyens parce que c'est pas Québec qui en subit le coût, c'est essentiellement la personne elle-même et sa famille, quoi. Et de la même manière, pour les proches aidants, les crédits d'impôt, les mesures de soutien qui sont mises en place, tant au niveau des mesures financières qu'on leur permet, qu'on leur donne. Donc, par exemple, si jamais je dois cesser mon activité pour prendre soin de mon parent en perte d'autonomie, je vais avoir un nombre limité de semaines que je vais pouvoir prendre pour l'aider, avec un nombre maximum d'aides financières par mois. Donc, on parle de 15 semaines, on parle d'environ un peu plus de 2 000 $ par mois sur 15 semaines au maximum de compensation. Donc moi, il me semble, enfin, de mon point de vue, que toutes les mesures financières qui sont mises en place par le fédéral, le provincial, sont absolument en décalage
avec le coût que ça pourrait représenter pour un aîné. Et on pourrait parler, en fait, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais si on parle d'assurance privée, par exemple, on pourrait toujours imaginer qu'une personne en perte d'autonomie ait pris, quand elle était plus jeune, une assurance en cas de perte d'autonomie. Ce marché-là, il est très peu développé et l'État est absolument absent de la subvention de tous ces produits-là, alors même qu'il est là, par exemple, quand il a créé les REER, c'était justement pour faire en sorte que les Québécois mettent plus d'argent de côté pour leur retraite. Quand on a créé les REER, c'était justement pour favoriser l'accès aux études des Québécois. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un genre de produit équivalent qui serait subventionné par l'État pour faire face à ces coûts démesurés qui s'annoncent à cause de la perte d'autonomie, si en tout cas la volonté, c'est de rester à domicile? Merci, Madame Leroux. Monsieur Prudhomme, à vous la parole. En fait, de mon côté, si on parle de virage à domicile, on ne parle pas de virage à domicile privé, mais de virage à domicile public. Donc, comme le gouvernement a toujours mentionné, c'est-à-dire, dans un premier temps, le budget actuel, puis on ne va pas faire de guerre de chiffres, là, autour de 70 % est orienté maintenant vers le centre hospitalier, alors que 30 % à peu près aux soins à domicile. Dans les pays où ils servent vraiment les soins à domicile comme outil pour mieux desservir les gens chez eux, on peut inverser les budgets, c'est-à-dire 70 en soins à domicile, 30 en centre hospitalier. Pourquoi? Parce que à ça, c'est un cercle, c'est un cercle de vie, on va dire. C'est pas on fait des soins à domicile puis on fait l'hôpital. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Mme Leroux a parlé des proches aidants, toutes les mesures qu'on doit mettre de l'avant pour ces gens-là qui viennent aider, compte tenu qu'on a 1,8 enfants par famille aujourd'hui et non pas 10 ou 12 comme il y a 30 ou 40 ans. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup moins de proches aidants disponibles. En plus, on a dit à nos enfants que le monde était ouvert, donc beaucoup de nos enfants sont plus près de nous pour nous aider et c'est bien correct parce que c'est leur vie, mais il faut prendre ça en considération. Donc, quand on parle de soins à domicile, on s'entend qu'on dit soins à domicile payés par le public. Donc, on regarde de nouveau notre budget à la santé, on regarde de nouveau l'organisation de notre système de soins. Quand on parlait de télémédecine tout à l'heure, c'est un tout. On ne peut pas prendre qu'une partie. C'est tout ce qui est mis là-dedans pour bien desservir les gens à cet effet-là. Et évidemment, ce n'est pas comment ça coûte, parce que je pense que si on le fait comme il faut, on a les moyens, c'est comment le faire. Comment le faire efficacement, comment le faire pour que ça fonctionne, comment le faire pour que les gens s'y retrouvent et qu'on puisse avoir les bons acteurs autour de ça. Quand on parle aussi de soins à domicile, je reprends ce que tout à l'heure, le professeur Beauchette disait, c'est les 2 dernières années de vie qui sont très différentes au niveau des soins à domicile où on est dans le fin de vie qu'on appelle. C'est pas tout le monde que ça prend 2 ans, mais entre 6 mois et 24 mois, disons, en moyenne. C'est pour ça que je disais que là, il y a des soins spécialisés. Il y a des endroits où on peut aller que, oui, on peut rester à domicile, mais encore le domicile, est-ce que ça va nous isoler? Des gens peuvent rester chez eux, mais sont totalement isolés parce que leur domicile n'est pas adapté. Donc, quand on parle de soins à domicile, on englobe tout. Comment adapter son domicile? Est-ce que les mesures sont là pour que les gens puissent s'adapter? Les proches aidants doivent être là. Donc, est-ce qu'il y a des mesures pour que les proches aidants soient là? Et quand on parle des soins à domicile, est-ce qu'on peut orienter les vrais soins à domicile, de le faire de la bonne façon, comme certains pays ont fait et ont réussi? Donc, il ne faut pas réinventer la roue. Et en terminant, je dirais, c'est que notre système de santé, c'est quelque chose qui a été inventé il y a 50 ans, pour faire un chiffron, qui fonctionnait très bien et qu'à partir des années 90, je dirais même pas 80, parce qu'en 80, on a commencé à faire des coupures massives au niveau du personnel. On était dans la gestion maigre, où on a même parfois été en dessous des vrais ratios qu'on aurait dû conserver pour le professionnel de la santé. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Quand on a dit que les soins en CHSLD étaient de 1,5 heures à 3 heures, ben ça, c'est ce qu'on a commencé à faire en 90. On s'est mis à étirer l'élastique. Et l'élastique, aujourd'hui, ben, il est pété en bon français, là, et on ne peut plus l'étirer. Donc, il faut faire autrement. Donc, il faut avoir un débat de société sur comment on veut aller de l'avant, comment on peut le faire et qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant, tout le monde, incluant le gouvernement, parce que on parle de soins
public. Merci beaucoup, M. Prudhomme. Je vais accorder la parole à M. Beauchet et ensuite à Mme Leroux qui a levé la main elle aussi. Dr. Beauchet? Votre micro. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait M. Prudhomme parce que c'est important. Le soin à domicile, c'est un écosystème complexe. Ce n'est pas que des soignants, des infirmières à domicile, c'est tout un écosystème qui va d'un logement, d'un aidant, d'un système aidant pour permettre cette position-là. Une des difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas nouvelle. J'ai lu un article, il n'y a pas si longtemps que ça, publié dans les années 95 et qui parlait du soin à domicile. De petits points, l'armée manquante. D'accord? Et je pense que l'axe uniquement professionnel de santé qui sont capables de fournir un soin dit technique à domicile. Je parle des années 1995, donc ce n'est pas un problème ancien. Et c'est ce que je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi on n'est pas arrivé, alors que le problème est clairement identifié depuis longtemps, à mettre une solution efficace sur cette problématique. Peut-être tout simplement parce que ce n'était pas une volonté. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'une volonté, c'est une nécessité. L'hôpital sature, le domicile est en difficulté. C'est une action majeure à mener, définitivement. La seule et vraie question, et parmi les grandes questions qu'il y a, c'est où est-ce qu'on va trouver les gens pour fournir un soin technique, parce qu'ils ne sont plus là. Je peux vous dire et là je prends ma casquette de médecin, les gens me disent, et j'accompagne des gens avec des maladies d'Alzheimer, entre autres, les gens disent, oui, je suis allé chercher un service, mais lundi, c'était Madame A, mardi, c'était Monsieur B, mercredi, c'était Madame C. Et j'ai dit non, je ne peux pas, j'ai besoin d'une relation avec ma mère ou mon père, d'un acteur qui soit une relation humaniste, mais qui connaisse. Je ne peux pas le changer constamment. Donc, on a arrêté. Donc, je souffre. Mais je suis le seul à pouvoir le tenir parce que moi, je tiens mon père et ma mère à domicile parce que les acteurs que j'ai eus, ils changeaient et quand ils venaient. N'oublions pas qu'il y a un turnover et un absentéisme très fort en ce moment en post-pandémie. Donc, ne serait-ce que cet aspect des choses qui pourtant n'est un petit aspect de cet écosystème qui permet de maintenir le soin à domicile. Merci beaucoup, Dr. Beauchet. Madame Leroux? Oui, je voulais rebondir un peu tardivement, mais ce n'est pas grave, sur ce que disait M. Prudhomme. C'est que justement, dans le plan en santé, il n'est pas complètement clair si ces soins à domicile doivent être publics ou privés. Ça, c'est quelque chose dont le plan santé ne parle absolument pas. Moi, ce que je soupçonne, c'est que justement, il reste assez évasif là-dessus parce que si ce coût est privé, ça va être supporté à l'heure actuelle par les personnes elles-mêmes, leurs familles et pas par l'État lui-même. Mais quoi qu'il en soit, que ces coûts soient privés avec des subventions suffisamment importantes pour que les personnes puissent effectivement se permettre financièrement de rester à la maison ou que ce coût soit public parce que totalement pris en charge par l'État, ça va représenter un coût total qui, il me semble, on ne peut pas encore le chiffrer, sera plus important qu'un coût en CHSLD dans lequel il y a des économies d'échelle qui sont réalisées. Donc ça, c'est juste une analyse coût-bénéfice, parce qu'après, il y a d'autres considérations. Le fait qu'une personne aînée, sans doute, préfère rester chez elle que d'aller en CHSLD et être complètement sortie de son milieu. Donc, juste d'un point de vue économique, le fait que ça soit public ou privé, en fait, ça va déterminer qui va subir le coût. Et moi, j'ai bien peur qu'à l'heure actuelle, on ne dise pas grand-chose dans ce plan en santé parce que l'idée derrière ça, c'est que c'est les familles et les personnes en perte d'autonomie qui en subiraient le plus gros coût financier. Merci. Merci beaucoup, Madame Leroux. Alors, est-ce que d'autres invités veulent prendre la parole ou je me permets… Juste un 30 secondes pour dire que, en fait, le gouvernement n'oserait pas aller en privé en totalité parce qu'il retrouverait trop d'acteurs contre lui. Ça, c'est la première chose. On a des rencontres avec le gouvernement, on est un peu les seuls. Et du côté des soins, il ne privatisera pas les soins en tant que tel. Et il va probablement adopter la même mesure qu'avec les CHSLD, c'est-à-dire au prorata de certains des revenus des gens dans un premier temps. Dans un deuxième temps, au niveau des soins, évidemment, c'est ce qu'il faut que le gouvernement regarde. Là, les gens ne le laisseront pas aller autrement. Il faut réorienter le budget de la santé dans un premier temps si on pose.
Donc, c'est pas de charger l'argent aux gens. Puis, donc, il y a des incitatifs qui doivent être revus à cet effet-là. Je suis globalement d'accord avec tout ce que vous dites. Mais est-ce que vous êtes d'accord que sur le plan en santé, pour le moment, ce n'est pas très clair? Qui prendra en charge ces coûts à domicile, ces soins à domicile? Ben, enfin, à la base, le système de santé est public. Donc, quand on parle de soins, le gouvernement ne peut pas aller au privé actuellement. Là. Docteur Boucher, vous voulez intervenir sur ce point? Oui, juste pour ajouter une petite coche ou jeter un petit caillou dans la mare, c'est que ce que dit M. Prudhomme et Mme Leroux sont tout à fait justes. Imaginez maintenant qu'on doit restructurer le système de santé, investir dans l'infrastructure et l'informatique. Où est-ce qu'on va prendre l'argent? Expliquez-moi. C'est pour ça que je disais que ça prend un débat de société. On a créé un système il y a 50 ans. On doit refaire un débat pour savoir comment on va de l'avant, parce qu'on en a jusqu'en 2060 du vieillissement. Donc, et ce n'est pas négatif, vous l'avez dit tout à l'heure, le vieillissement, c'est une belle chose. C'est un privilège de vieillir. Mais il faut savoir bien faire pour bien vieillir. Et donc, comme société, on doit agir. Et c'est à nous de décider. Donc, le gouvernement doit aller dans ce sens. C'est une santé citoyenne. Ce que je disais, il faut passer du patient à l'individu, au citoyen. On doit être face à nos responsabilités et faire nos propres choix. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont assez d'informations pour les faire. En tous les cas, il y a une nécessité de ce type-là. Merci beaucoup. Puisque le temps avance, nous allons maintenant prendre le temps de poser la dernière question aux 4 panélistes avant de passer aux questions finalement du public qui a très hâte d'interagir avec vous. Ce que j'aimerais vous demander à tous les 4, c'est si on avait à résumer quelles devraient être les priorités d'action pour favoriser la santé des aînés. Qu'est-ce que ce serait et quelles seraient vos recommandations pour bonifier le plan santé? Ce qu'on vient de dire, je dirais, posons la question aux citoyens, posons la question aux malades, posons la question aux personnes âgées, savoir ce qu'ils veulent. On parle beaucoup, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de la recherche, on parle beaucoup de la co-construction, des approches de type laboratoire vivant. Faisons une enquête, d'accord? Posons la question aux gens. Pourquoi est-ce qu'on décide à leur place? Ils sont à même de pouvoir décider par rapport à toutes les informations qu'ils ont eues. Ils ont été extrêmement informés, peut-être parfois surinformés, mais ils ont cette information. Et je pense qu'on peut, et des associations comme la FADOC sont de bons endroits de relais pour justement se questionner, avoir un débat citoyen. Qu'est-ce que vous voulez pour votre santé? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Court terme, je dirais accès de première ligne. Je pense que c'est une priorité. Et à court terme, prendre soin des 4500 personnes en attente de vrais soins qui, eux, ont besoin depuis fort longtemps. Donc, 2 court terme, il y en a sûrement d'autres, mais j'en jette 2 comme ça. Est-ce que je pourrais revenir sur ce que disait M. Boucher? Donc, sans parler de débat citoyen, c'était l'enquête que je mentionnais au tout début de mon intervention, là, quand on a commencé, vers midi. Et on n'est pas la seule enquête à l'avoir fait. Donc, nous, on a fait des enquêtes en ligne et on a demandé ce que les gens voulaient à un panel représentatif de Québécois et d'Ontario. Et c'est ce que je vous disais, plus de 70% des gens étaient moins enclins à rentrer en CHSLD et souhaitaient la mise en place de politiques publiques qui subventionneraient les soins de longue durée. Et en fait, on n'est pas la seule enquête à l'avoir fait. Il y a des chercheurs, je pense, en santé publique à Ottawa qui ont mené le même type d'enquête et qui ont trouvé exactement le même type de résultat. Donc, il y a clairement un momentum politique pour développer ce type de soins. Merci beaucoup. Moi, je dirais que tout ce plan-là repose sur la présence d'une main-d'œuvre qui aujourd'hui fait défaut. Alors, les priorités soulevées par Dany sont extrêmement importantes, mais même en amont de ça, il faut comme s'assurer qu'il y ait du monde pour être capable de répondre aux besoins qui sont urgents, parce qu'actuellement, au moment où on se parle, il y a énormément de souffrance qui est vécue, puis pas juste de la souffrance physiologique, mais celle aussi de se sentir démuni, de
puis savoir à quelle porte ou à quel sein se vouer. Alors, à court terme, c'est certainement tout ce qui touche autour de la main-d'œuvre, parce que si on n'a pas de gens, puis si on n'a pas d'infrastructure technologique avec la télémédecine qui augmente la productivité, ben on ne sera pas capable de mener à bien tous les autres chantiers. Par ailleurs, d'une manière plus grande, philosophique, moins urgente, la consultation des citoyens, c'est super important. La consultation des aînés est importante, mais on parle quand même pour faire face à ce qui va nous arriver comme transformation démographique au cours des prochaines années, c'est tout le monde qui est impliqué. Puis de toute façon, tout le monde a un parent, là. Donc, tout le monde va vieillir, mais en plus, leurs parents de tout le monde va vieillir et c'est avec les jeunes qu'on va construire, avec les jeunes et les moins jeunes et toutes les générations qu'on va pouvoir construire une société plus inclusive. Là. Puis si on regarde dans le chat, on a parlé de communautés plus aimantes, bienveillantes, d'avoir toute une écologie. Si on veut aussi aller plus en prévention, moins en curatif, c'est vraiment une transformation sociétale de comment on met la santé totale, globale au cœur de nos communautés. Même l'étalement urbain est un facteur. Donc, il faut réfléchir à la qualité de vie pour tous les âges et ça inclut les aînés. Donc, si on parle de consultation, moi, j'irais vers pas tant demander aux aînés ce qu'ils veulent, mais aussi demandons-nous comme société qu'est-ce qu'on veut pour les aînés que nous serons et les aînés qui sont nos... Tu sais, les aînés, c'est pas eux, c'est nous en devenir. Fait qu'il y a un bout de qu'est-ce qu'on veut pour eux, qu'est-ce qu'eux veulent pour eux-mêmes, puis qu'est-ce que nous, on veut pour nous-mêmes quand on sera rendu là et dans quelle mesure toutes les couches ou tous les groupes d'âge de la société peuvent être des acteurs aidants à une restructuration. Mais immédiatement, là, il y a juste plus assez de bras, plus assez de cerveau pour faire ce qu'il y a à faire. Mais dans un plus long continuum où on veut vraiment réorienter notre grand paquebot, ben c'est tous les groupes d'âge qui doivent participer et être autour de la table pour réfléchir. Et en termes de oups, mon micro, il est allumé. En termes de promotion et de prévention en santé, ce serait quoi les priorités pour bonifier le plan? Si on avait M. Dubé devant nous, là, qui nous a demandé de l'aide, qui était prêt à nous entendre dans nos consultations. En matière de promotion, prévention en santé pour les aînés, quelles seraient les priorités pour bonifier le plan? Moi, je lui poserai la question de savoir quelles sont les priorités identifiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Si on parle de prévention, on parle des déterminants de la santé. Ça doit être ça qui va aligner comment on veut faire la prévention, parce qu'on en a plusieurs et donc est-ce qu'on peut se permettre de tous les faire en même temps? Est-ce qu'on peut se permettre de focusser sur certaines priorités plus urgentes? Est-ce qu'on peut... Tout à l'heure, Caroline mentionnait un débat avec toute la société. Bien, ça en fait partie. C'est qu'est-ce qu'on veut comme société pour les 50 prochaines années. Ça a pris 6 ans à bâtir le système de santé qu'on a actuellement. 6 ans de consultation avant de mettre ça en place. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de prendre 6 ans pour bien le faire? Est-ce que ça va prendre 6 ans? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut le faire parce qu'on est rendu dans un mur. Et on essaie de patcher avec des plasters en bon français. Je ne sais pas, vous me donnez envie de rêver, Marie-Emmanuelle, parce que dans ma tête, ça tourne. Je dis, priorité, OK, c'est-tu de marcher, c'est-tu de manger, c'est-tu de dormir, c'est-tu de pas tomber, c'est-tu... Puis, tu sais, dans le fond, là, les aînés, c'est pas des machines. Hein? Puis, tu sais, c'est quoi leur rêve? C'est quoi? Puis, il y en a que ce qu'ils voudraient, ce serait pouvoir marcher. Puis, il y en a un autre, ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir bouger avec des haltères dans son salon. Puis, il y en a une autre, elle aimerait bien ça, je joue aux cartes. Puis, tu sais, si elle joue aux cartes, elle va se repartir sur le piton, puis elle va avoir le goût de manger. Alors, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir des approches qui ne sont pas à la tout-va, qui dit les aînés sont comme si. Je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter. Là, c'est contrairement à l'inverse de la promotion, mais la promotion de prendre le temps, puis de prendre le temps d'écouter ce que la personne qui est notre voisine, elle a juste besoin qu'on déneige son escalier, puis peut-être qu'elle va sortir. Tu sais, la prévention, c'est vraiment d'écouter le besoin, le désir de chaque personne. Puis ce besoin-là, il est tellement différent
Alors, la promotion, je dirais que ce serait un grand appel sociétal à 1, ralentir, 2, écouter, puis 3, tendre la main pour que nos aînés puissent revenir dans le monde. Puis je ne devrais pas dire nos aînés, mais que les personnes aînées, en tout cas, qui le désirent, peuvent revenir dans le monde. Puis celles qui ne le désirent pas, bien, il faut se demander pourquoi elles ne le désirent plus, puis prendre le temps aussi de réfléchir avec elles sur comment la vie pourrait être meilleure pour les prochaines années pour elles. Merci pour cette belle intervention, Madame Soriol. Madame Leroux, Oui. ensuite Dr Bauchet, et nous passerons ensuite aux questions des participants. Aussi, c'est ça, je trouvais pas mal l'idée d'écouter les aînés, mais aussi écouter donc les familles, parce que c'est vrai qu'on a oublié beaucoup dans ce qu'on a dit, enfin, on en a parlé, mais relativement moins, pas les proches aidants qui s'investissent physiquement, financièrement, mentalement. Et ça, il va aussi falloir mettre des moyens là-dessus pour éviter que ces personnes-là soient, en tout cas, qu'elles soient impactées, il va falloir les aider dans ce long processus-là, parce que sinon, à long terme, ça aura aussi des conséquences sur ces personnes qui seront à leur tour devenues des aînés et qui auront besoin de recevoir des soins. C'est souvent, on s'occupe de la santé de sa mère au détriment de sa propre santé. Est-ce que ça, à long terme, ça ne va pas se retrouver, ça ne va pas être un coût encore pour le système de santé? Merci beaucoup. Monsieur Bauchet? Alors, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Mme Leroux, parce que ça, c'est central, définitivement, la santé des aidants. C'est une des questions centrales aujourd'hui qu'il y a à travers la loi, à travers la reconnaissance des aidants, d'accord? Donc, la démarche est déjà en route. Ça fait partie de cet écosystème du soin à domicile qui est en train de se mettre en place. On a une loi, on a des comités qui sont formés, on a un observatoire, on a vraiment une réaction au long cours là, qui est en train de se mettre en place avec des actions concrètes maintenant. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, en entendant Caroline Soriol parler, quand on veut faire de la prévention en santé de sujets âgés, on ne va pas vendre l'absence de maladie. Ce qu'ils veulent, c'est prendre du plaisir dans la vie, comme l'a très bien dit Madame Soriol. Ils veulent du plaisir. La santé, c'est la définition OMS, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est une bonne qualité de vie. D'accord? Je reprendrai juste un exemple d'une grande étude menée il y a plus de 20 ans dans la région londonienne par un auteur qui s'appelle Crombie sur